Le soleil de l'après-midi projetait une douce lueur sur la garderie animée, tandis que les parents arrivaient pour leur habituel de récupération. Au milieu des joyeuses retrouvailles et des bavardages joyeux, l'attention d'une éducatrice expérimentée fut attirée par un spectacle troublant. Une petite fille hésitait anormalement à partir avec son père, un comportement qui réveilla l'intuition aguerrie de l'éducatrice. Des années de travail auprès des enfants avaient aiguisé ses sens, et ce moment ne lui semblait pas opportun. Faisant confiance à son instinct, elle prit la décision fatidique de les suivre discrètement, un choix qui allait bientôt révéler une horrible vérité à laquelle elle aurait souhaité ne jamais avoir à faire face. Pourquoi la fille ne voulait-elle pas partir avec son père? Et quel terrible secret attendait d'être révélé? Jessica Lange jeta un coup d'œil à l'horloge sur le mur coloré de la garderie Sprout à Tacoma, dans l'État de Washington. Elle indiquait 17h45, signe que la journée touchait à sa fin et que les parents allaient bientôt venir chercher leurs enfants. À 27 ans, Jessica travaillait comme assistante maternelle dans cette garderie depuis plusieurs années, et la routine du ramassage lui était familière. Elle prit son téléphone et tapota l'écran pour consulter les notifications. La garderie avait récemment modernisé son système avec une nouvelle application et un système de code-barre au bureau d'administration, permettant aux éducateurs de voir quels parents étaient en route et qui étaient déjà arrivés pour récupérer leurs enfants. Cette mise à niveau technologique avait considérablement amélioré la sécurité des enfants. En parcourant les notifications, Jessica remarqua qu'Emily Carter était la prochaine sur la liste, et que sa mère était déjà en route. Forte de cette information, Jessica se prépara à préparer Emily pour qu'elle vienne la chercher. L'air de jeu grouillait d'activité, les rires des enfants et les bavardages enthousiastes emplissaient l'air, une joyeuse symphonie qui faisait toujours sourire Jessica. Elle scrutait les alentours, cherchant Emily parmi cette mer de petits visages et de vêtements colorés. Finalement, elle a repéré la fille au toboggan, riant avec ses amis alors qu'ils glissaient à tour de rôle. Jessica s'approcha d'un pas mesuré et calme, veillant à ne pas effrayer les enfants. « Emily, appela-t-elle doucement, il est temps de se préparer, ma chérie. Ta mère sera là d'un instant à l'autre pour venir te chercher. » Le changement d'attitude d'Emily fut immédiat et surprenant. Son sourire disparut, remplacé par un air de détresse. « Non, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « je ne veux pas rentrer. S'il vous plaît, je veux rester ici. » Jessica s'accroupit à la hauteur d'Emily, d'une voix douce et compréhensive. « Je sais que tu t'amuses bien avec tes amis, Emily, et c'est merveilleux. Mais il est temps de rentrer. Ne t'inquiète pas, tu reviendras demain pour jouer. » Mais Emily était inconsolable. Sa détresse se transforma rapidement en une véritable crise de colère. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle répétait « Non, non, non. S'il vous plaît, je ne veux pas rentrer à la maison. » La fillette s'adossa au mur sous le toboggan, une structure en bois qui empêchait Jessica de l'atteindre sans ramper. Jessica resta accroupie, respectant l'espace d'Emily tout en observant son expression contrariée. L'espace d'un instant, une pointe d'inquiétude se fit sentir dans la poitrine de Jessica, cette réaction était différente des crises habituelles qu'elle avait observées aux heures de dépose et de ramassage. Comprenant que la force ne fonctionnerait pas ici, Jessica choisit une approche plus douce. « Emily, dit-elle doucement, peux-tu me dire pourquoi tu ne veux pas partir? Qu'est-ce qui te tracasse, ma puce? » Les sanglots d'Emily s'apaisèrent légèrement et elle regarda Jessica, les yeux pleins de larmes. « Ici, c'est mieux qu'à la maison, » parvint-elle à dire entre deux hoquets. « Tout le monde est si gentil les uns envers les autres. À la maison, c'est différent. » Jessica fronça les sourcils, perplexe. « Que entends-tu par différent, Emily? Peux-tu m'expliquer? » Avant qu'Emily puisse répondre, la sonnette retentit brusquement. Jessica soupçonna que c'était la mère d'Emily qui arrivait. « Écoute, Emily, » dit Jessica en essayant d'avoir l'air enthousiaste, « tu as entendu la cloche? Je crois que ta maman est là. Allons à la porte ensemble, d'accord? » Emily secoua vigoureusement la tête, refusant toujours de bouger de sa place sous le toboggan. Jessica prit une grande inspiration, réfléchissant à ses options. « D'accord, Emily, que dirais-tu de ça? Tu peux jouer encore 5 minutes pendant que je vais parler à ta mère, mais après ça, » elle désigna l'horloge murale, « on doit y aller. Tu me le promets? » Jessica tendit son petit doigt, l'offrant à Emily en échange d'une promesse. La jeune fille hésita, son regard passant du visage de Jessica à son doigt tendu. Au bout d'un moment, elle hocha légèrement la tête, sans toutefois joindre les doigts. Prenant ce signe de tête pour un accord, Jessica se leva. « Bon,
Encore 5 minutes, rappela-t-elle doucement. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle croisa le regard d'un membre du personnel qui se trouvait à proximité. « Pourriez-vous surveiller Émilie pour moi » demanda-t-elle, recevant un hochement de tête en guise de réponse. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à Émilie, qui était sortie prudemment de sous le toboggan, Jessica se dirigea vers la réception, son esprit s'interrogeant sur le comportement étrange d'Émilie et ses paroles énigmatiques. Les pas de Jessica résonnèrent dans le couloir tandis qu'elle approchait de la réception. Elle s'attendait à croiser le visage familier de la mère d'Émilie, mais à la place, un homme se tenait à son bureau. Sa présence la prit au dépourvu, et elle s'approcha avec un mélange de curiosité et de prudence. « Puis-je vous aider » demanda poliment Jessica, la voix teintée d'une pointe de lassitude. L'homme se tourna vers elle, un sourire amical aux lèvres. « Oui, je suis là pour récupérer Emily Carter, dit-il. » La confusion de Jessica s'accentua. Elle vérifia rapidement le système, confirmant ce qu'elle savait déjà, Emily devait être récupérée par sa mère. Aucun autre nom de tuteur n'était enregistré. Le nouveau système a été conçu pour libérer les enfants uniquement après avoir scanné un code-barre sur le téléphone du tuteur enregistré, une mesure mise en place pour assurer la sécurité des enfants. « Je suis désolé, monsieur », commença Jessica prudemment, mais nos archives indiquent qu'Emily doit être récupérée par sa mère. Nous ne pouvons confier les enfants à des tuteurs légaux qu'après avoir scanné leur code-barre. C'est une mesure de sécurité, vous comprenez. Le sourire de l'homme ne faiblit pas. Il fouilla dans sa poche et en sortit un téléphone. Oh, j'aurais dû le préciser, j'avais apporté le téléphone de ma femme. La mère d'Emily avait une chose importante à faire à la maison, alors elle n'a pas pu venir. Jessica hésita un instant avant d'accepter le téléphone. Bien sûr, je vais vérifier ça pour toi, dit-elle en parcourant l'écran avec agilité. Fidèle à sa parole, le compte fut connecté avec les identifiants de la mère d'Emily. Elle accéda à l'écran de génération du code-barre, le scanna sur l'ordinateur et rendit le téléphone. En rendant l'appareil, Jessica observa l'homme de plus près. Quelque chose en lui semblait familier, et après un moment de réflexion, elle le reconnut. Elle se souvenait de lui lors d'une réunion de parents d'élèves, près d'un an auparavant. « Voici Mark Carter, le père d'Emily », dit Jessica, la voix légèrement réconfortée par la reconnaissance. « Je me souviens de vous, de la réunion des parents de l'année dernière. Je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu tout de suite. » Le sourire de Mark s'élargit. « Pas de souci. Ça fait un bail, non? En fait, je voulais juste te dire que dans les prochains jours, la mère d'Emily ne pourra peut-être pas venir la chercher tous les jours. Elle a trouvé un nouveau travail, tu vois. » Jessica hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, nous pouvons tout à fait nous en occuper. Souhaitez-vous que je vous enregistre comme tuteur dans notre système? Ainsi, vous aurez votre propre compte et votre propre code-barre pour les prochains retraits. » Ce serait super, merci, a convenu Mark. Jessica l'a guidé tout au long du processus, l'aidant à installer l'application sur son téléphone et à créer un nouveau compte tuteur sous le nom de Mark Carter. En travaillant, elle ne put s'empêcher de remarquer une légère tension dans le comportement de Mark. Malgré son air amical, quelque chose clochait. Elle mit cela sur le compte du stress d'une nouvelle routine et chassa cette pensée. Une fois les formalités administratives terminées, Jessica ouvrit le portail et fit signe à Mark d'entrer. Il retira ses chaussures et franchit le petit portail, adapté aux enfants. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle de jeu où Emily attendait. Alors qu'ils s'approchaient, Jessica pouvait voir Emily perchée au sommet de la plateforme du château coulissant. Mark appela sa fille d'une voix douce, mais l'effet sur Emily fut immédiat et déstabilisant. La fillette frissonna visiblement et s'adossa au mur, refusant de glisser. « Emily, allons-y » dit Mark d'une voix basse et sérieuse, sans être trop agressif. Il tendit la main vers sa fille. Jessica regarda Emily tendre la main avec hésitation, son visage gravé d'une expression qui ressemblait étrangement à de la peur. La fille glissa lentement, à contre-cœur, tandis qu'elle suivait son père hors de la salle de jeu. Dans les casiers près de la porte, Jessica a aidé Emily avec son sac et sa bouteille d'eau. La fille hésita à mettre ses chaussures, et lorsque Mark s'accroupit pour l'aider, Emily se précipita soudainement vers la salle de jeu. Pendant un bref instant, Jessica et Mark échangèrent un regard inquiet. Mark dissipa rapidement la tension d'un petit rire. « On dirait que ma fille se plaît ici, hein » dit-il avant de suivre Emily. Jessica regardait Emily lutter pour atteindre la poignée de la porte de la salle de jeu,
qui était intentionnellement placée en hauteur pour être hors de portée des enfants. Avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, Marc la rattrapa et la prit dans ses bras. Émilie s'est mise à pleurer, répétant à plusieurs reprises « Je ne veux pas partir », sa détresse attirant l'attention des autres membres du personnel et des parents. « Sois sage, d'accord », dit Marc d'une voix ferme mais sans amertume. « Il faut vraiment qu'on rentre. Tu pourras rejouer demain. » Tandis que Marc tenait Émilie dans ses bras, Jessica aida à mettre les chaussures de la fille, l'esprit lourd d'inquiétude face au comportement étrange dont elle avait été témoin. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose clochait, même si elle n'arrivait pas à en déterminer précisément la cause. Elle avait été témoin de nombreuses crises de colère lors des dépôts et des ramassages, mais il y avait quelque chose de différent dans l'expression craintive d'Émilie. Cela trahissait bien plus que les agitations typiques d'une enfance. Pourtant, sans preuve tangible, Jessica n'avait aucune raison d'intervenir. Après un dernier échange d'au revoir, Marc porta Émilie hors de la garderie, laissant Jessica debout à la porte, un sentiment de malaise s'installant dans son estomac alors qu'elle les regardait partir. Dès que Marc et Émilie eurent franchi la porte d'entrée de la garderie, Jessica se retrouva à saluer un autre parent qui attendait patiemment. Elle se dirigea vers le bureau administratif, scannant le code-barre du nouveau parent, mais son esprit était ailleurs. L'image du visage bouleversé d'Émilie lui revenait sans cesse à l'esprit, ainsi que les paroles énigmatiques de la jeune fille. Jessica essayait de chasser ce sentiment de malaise, se disant qu'elle devait se concentrer sur son travail. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se plonger pleinement dans la tâche, elle sentit une tape sur son épaule. En se retournant, elle vit un autre membre du personnel lui tendre une petite peluche adorée. « Oh » souffla aussitôt Jessica, reconnaissant le jouet. C'était le préféré d'Émilie, un compagnon fidèle pendant ses heures de garderie. Elle réalisa soudain qu'Émilie avait dû l'oublier dans sa hâte de partir, ou peut-être à cause de sa réticence. Cela expliquait pourquoi la petite fille avait tenté de retourner à la salle de jeu plus tôt. Sans hésiter, Jessica a pris la peluche à son collègue. « Peux-tu me remplacer à l'accueil quelques minutes » demanda-t-elle en se dirigeant déjà vers la sortie. « Je dois rendre ça à Émilie. Ils sont peut-être encore sur le parking. » Son collègue hocha la tête et s'avança pour prendre sa place au bureau. Jessica sortit précipitamment du bâtiment, serrant fermement la peluche dans sa main. L'air frais du soir lui frappa le visage tandis qu'elle sortait, scrutant le parking des yeux à la recherche de la petite fille et de son père. À son grand soulagement, elle les aperçut le véhicule toujours garé à sa place. Marc et Émilie semblaient tout juste monter dans la voiture. Jessica accéléra le pas, prête à les interpeller, mais quelque chose la fit s'arrêter. Depuis la fenêtre ouverte de la voiture, elle pouvait entendre la voix de Marc, basse et sévère. « Tu n'étais pas sage, Émilie. Tu es comme ta mère, tu te comportes toujours mal. » Jessica sentit son souffle se bloquer. Les mots n'étaient pas ouvertement injurieux, mais le ton lui fit froid dans le dos. Elle regarda Marc attacher Émilie dans son siège auto, lui tendant un goûter et une bouteille d'eau. Ses gestes n'étaient pas brusques, mais il manquait cruellement de chaleur dans ses interactions avec sa fille. De là où elle se tenait, figée sur place, serrant toujours la peluche contre elle, Jessica pouvait voir Émilie. La petite fille ne pleurait plus, mais son attitude avait complètement changé. Elle était assise en silence, les yeux baissés, acceptant la bouteille d'eau et le goûter des mains de son père. Perdue dans ses observations et le tourbillon de pensées qui la traversait, Jessica manqua l'occasion de s'approcher de la voiture. Avant qu'elle puisse se ressaisir, Marc avait démarré le moteur et la voiture rouge quittait le parking. Jessica jura dans sa barbe, furieuse d'avoir hésité à ce moment-là. Elle prit une décision en une fraction de seconde qui allait changer le cours de sa soirée et peut-être même la vie d'Émilie. Elle se précipita vers sa voiture, déterminée à les suivre. En s'installant au volant, Jessica tenta de rationaliser son geste. Elle se dit qu'il s'agissait simplement de rendre la peluche que pour certains enfants, leurs objets réconfortants étaient d'une importance cruciale. Émilie avait visiblement été contrariée de l'avoir laissée derrière elle, interrompue par son père avant qu'elle puisse la récupérer dans la salle de jeu. Jessica, jeune mère elle-même, comprenait l'importance de ces objets pour les enfants. Mais au fond, elle savait que c'était plus que cela. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, et elle ne pouvait se débarrasser du besoin de s'assurer qu'Émilie était en sécurité. Prenant une profonde inspiration, Jessica démarra sa voiture et sortit du parking, l'animal en peluche assis sur le siège passager à côté d'elle comme un témoin silencieux de sa décision. Alors qu'elle s'engageait sur la route principale dans sa propre voiture, suivant au loin les feux arrière rouges de la voiture familiale d'Émilie,
Jessica ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'embarquait. Mais le souvenir du visage effrayé d'Emily et des paroles froides de Mark renforça sa résolution. Quoi qu'il se passe, elle était déterminée à aller au fond des choses pour le bien d'Emily. La circulation du soir était fluide tandis que Jessica manœuvrait prudemment sa voiture, gardant une distance de sécurité derrière le véhicule rouge de Mark. Son cœur battait la chamade, un mélange d'adrénaline et d'anxiété lui parcourait les veines. Elle savait que ce qu'elle faisait était inhabituel, peut-être même qu'elle dépassait les bornes, mais un sentiment tenace l'empêchait de faire marche arrière. En conduisant, Jessica prit son téléphone, décidant qu'elle devrait au moins prévenir la garderie de son départ précipité. Elle composa le numéro, les yeux fixés sur la route. Un membre du personnel, pas celui qui lui avait donné l'animal en peluche d'Emily, a répondu à l'appel. « Garderie Sprout, comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, c'est Jessica Lann, dit-elle d'une voix calme et décontractée. « Je voulais juste vous dire que je serai absente un moment. Un enfant a oublié quelque chose à la garderie, et je le lui rapporte. »« Oh, d'accord, » répondit l'employé, un peu surpris, mais pas trop inquiet. « Pas de problème. On a tout sous contrôle, Jess. » Jessica raccrocha, soulagée qu'au moins quelqu'un sache qu'elle avait quitté les lieux. Elle reporta son attention sur la route, remarquant que la voiture de Mark semblait accélérer. Au début, Jessica essaya de suivre son rythme, ne voulant pas les perdre de vue. Mais en jetant un coup d'œil à son compteur de vitesse, elle réalisa avec surprise que Mark roulait bien au-dessus de la limite autorisée. La sensation de malaise dans son estomac s'intensifia. En conduisant, l'esprit de Jessica s'emballait, repensant aux événements de l'après-midi, la réticence d'Emily à quitter la garderie, ses paroles énigmatiques sur la différence à la maison, et maintenant la conduite imprudente de Mark. Tout cela dressait un tableau inquiétant. Jessica essayait de rationaliser la situation. Peut-être y avait-il une urgence familiale, ou peut-être s'adaptait-il à une nouvelle routine avec le départ de la mère d'Emily. Mais peu importe comment elle essayait de formuler la situation, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Les rues devenaient plus calmes à mesure qu'ils conduisaient, la ville animée cédant la place à des zones plus résidentielles. Jessica prenait soin de maintenir une vitesse légale, ce qui signifiait que la voiture de Mark était maintenant assez loin devant elle. Elle tendit les yeux pour garder les feux arrière rouges en vue, ses jointures blanches sur le volant tandis qu'ils continuaient leur voyage. Jessica remarqua que le paysage changeait. Le paysage urbain cédait peu à peu la place à un environnement plus naturel. Il pénétrait dans la périphérie de Tacoma, où la ville se fondait harmonieusement dans les régions boisées. Les maisons sont devenues plus dispersées, entrecoupées de parcelles d'arbres denses. Jessica a toujours apprécié la beauté de cette région, où les gens pouvaient vivre près de la nature tout en étant proches de la ville. Mais maintenant, alors qu'elle suivait la voiture de Mark plus profondément dans ce paysage semi-rural, la forêt qui empiétait sur elle semblait menaçante plutôt que paisible. La route serpentait à travers les arbres, offrant parfois des aperçus du soleil couchant à travers les trouées du feuillage. Jessica vérifia l'heure sur son tableau de bord. Il roulait depuis une vingtaine de minutes. Il devait sûrement approcher de chez Mark et Emily. Juste au moment où cette pensée traversait son esprit, quelque chose d'inattendu se produisit plus loin. La voiture rouge de Mark a brusquement quitté la route principale, tournant dans une rue étroite qui disparaissait dans une section de forêt particulièrement épaisse. Il s'est brusquement arrêté au bord de l'asphalte. Le cœur de Jessica fit un bond dans sa gorge. Ce n'était ni une allée ni une voie d'accès résidentielle. Elle menait hors route, disparaissant dans les profondeurs obscures des bois. Jessica hésita un instant. Elle ralentit en s'approchant de la voiture rouge garée au bord de la rue. Le souvenir du visage effrayé d'Emily lui revint à l'esprit, ainsi que les paroles froides de Mark sur le parking. Sans hésiter, Jessica arrêta également sa voiture, la positionnant juste derrière le véhicule de Mark, mais partiellement caché par le sous-bois dense. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il devait être audible dans le silence étrange de la forêt. Le crépuscule s'installant, les arbres semblaient se regrouper autour de leur voiture, leurs branches se balançant doucement dans la brise du soir. Les dernières traces de soleil peinaient à percer la canopée dense au-dessus de nos têtes. Les mains de Jessica tremblaient légèrement sur le volant tandis qu'elle prenait une inspiration profonde, répétant mentalement ce qu'elle dirait lorsqu'elle leur ferait enfin face. Ce qu'elle vit ensuite lui glaça le sang. À ce moment-là, Jessica prit une autre décision en une fraction de seconde. Elle savait qu'elle avait dépassé les bornes en les suivant aussi loin, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée de ce qui pourrait arriver si elle faisait demi-tour maintenant.
L'animal en peluche assis sur son siège passager semblait la regarder d'un air accusateur, un rappel silencieux de son objectif. Prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs, elle se prépara à affronter ce qui l'attendait dans les bois sombres devant elle. Jessica ouvrit la portière de sa voiture et l'air frais et vif de la forêt la caressa, la faisant frissonner malgré elle. Elle attrapa la peluche d'Emily et sortit du véhicule, ses chaussures crissant doucement sur le sol jonché de feuilles. « Monsieur Carter, Emily, Jessica » cria-t-elle, sa voix résonnant anormalement fort dans le silence de la forêt. Elle regarda, figée sur place, Mark guidait Emily par la main vers l'entrée de la forêt. La réticence de la petite fille était palpable, même de loin, sa silhouette frêle semblait rapetisser à mesure qu'ils approchaient de la lisière des arbres. Mark se retourna brusquement au son de sa voix, son expression mêlant choc et quelque chose de plus sombre que Jessica ne parvenait pas à définir. Emily, toujours serrée dans la main de son père, leva de grands yeux effrayés. « Mademoiselle Jessica » la voix de Mark était tendue, emplie d'une colère à peine contenue. « Vous nous suivez depuis tout ce temps? Que faites-vous ici » Jessica brandit la peluche, essayant de garder une voix calme. « Je suis vraiment désolée de vous déranger, monsieur Carter. » Emily a oublié sa peluche à la garderie. J'ai pensé qu'elle pourrait la récupérer, alors je l'ai suivie pour la lui rapporter. Les yeux d'Emily s'illuminèrent à la vue de son jouet bien-aimé, mais elle ne fit aucun geste pour l'attraper, se rétrécissant plutôt davantage derrière la jambe de son père. Les yeux de Mark se plissèrent, méfiants. « Tu nous as suivis jusqu'ici juste pour rendre un jouet? Ça paraît un peu excessif, tu ne trouves pas ?» Jessica sentit ses joues rougir de gêne et d'une pointe de peur. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais je sais combien ces objets réconfortants peuvent être importants pour les enfants. J'ai pensé qu'Emily serait bouleversée sans eux. » L'expression de Mark s'adoucit légèrement, mais il y avait encore une pointe d'amertume dans sa voix. « Eh bien, je suppose que c'est gentil de ta part d'en faire plus, mais ce n'était pas nécessaire. Tu sais, je crois qu'elle s'en serait bien passée pour une nuit. » Tandis que Jessica tendait la peluche à Emily, qui la serrait fort contre sa poitrine, elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil autour d'elle. La forêt semblait encore plus sombre, les ombres s'allongeant à mesure que le soleil continuait de se coucher. « Je suis désolée, » dit Jessica, incapable de dissimuler son inquiétude, « mais puis-je vous demander ce que vous faites ici dans la forêt avec Emily, il se fait tard. » Mark parut surpris par la question, son regard passant nerveusement de Jessica à la forêt derrière lui. Un instant, il sembla sans voix. Puis il s'éclaircit la gorge et dit, « Eh bien, voyez-vous, Emily avait un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle a beaucoup bu dans la voiture après avoir pleuré et joué à la garderie. » Jessica hocha lentement la tête, essayant de comprendre cette explication, mais elle se souvint que tous les enfants étaient allés aux toilettes après les cours, comme à leur habitude. De plus, Emily ne semblait plus montrer le moindre besoin de se soulager, pas de gigotement ni de cette danse du pipi, si caractéristique que Jessica avait appris à reconnaître au fil de ses années de garde d'enfant. Pourtant, elle ne voulait pas trop insister. Peut-être le stress de la journée avait-il affecté le contrôle de sa vessie, ou peut-être la climatisation de la voiture y était-elle pour quelque chose. Jessica décida d'accorder le bénéfice du doute à Mark, même si son instinct continuait de lui crier que quelque chose n'allait pas du tout. « Bien sûr, » dit Jessica avec un sourire forcé. « Je comprends parfaitement. » Mark hocha brièvement la tête, puis se tourna vers Emily. « Viens, ma puce. Allons régler nos affaires avant que tu aies un accident. » Alors qu'il s'enfonçait dans la forêt, Mark jeta un coup d'œil à Jessica par-dessus son épaule. « Merci d'avoir apporté le jouet, mais je pense qu'il vaut mieux que tu rentres maintenant. Je crois qu'Emily a besoin d'un peu d'intimité. » Le rejet était clair dans son ton, et Jessica savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obtempérer. Mais alors qu'elle les regardait disparaître dans l'ombre des arbres, la petite silhouette d'Emily serrant fermement son animal en peluche, Jessica ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle faisait une terrible erreur. Le cœur lourd, elle se retourna vers sa voiture, le bruit des brindilles claquant sous ses pieds semblant résonner de manière accusatrice dans le silence de la forêt. Alors qu'elle tendait la main vers la portière de sa voiture, elle s'arrêta, jetant un dernier regard en arrière vers l'endroit où Mark et Emily avaient disparu. Son esprit s'emballait, indécis. La forêt autour d'elle semblait retenir son souffle, le silence n'étant rompu que par le bruissement occasionnel des feuilles dans la douce brise du soir. Tout son instinct de soignante, toute sa formation lui criait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'avait aucune preuve concrète d'un quelconque acte répréhensible,
juste un sentiment lancinant et une série de petites observations troublantes. Jessica remonta dans sa voiture, laissant la portière entr'ouverte pour mieux entendre les bruits de la forêt. Mais il n'y avait rien d'autre que le bruissement des feuilles. Pendant un instant, elle resta assise là, agrippée au volant, les jointures pâles sur le cuir usé. Elle n'avait même pas réalisé à quel point son cœur battait fort jusqu'à ce que le silence de l'espace confiné l'envahisse, amplifiant le battement rythmique dans sa poitrine. Elle ferma les yeux, se forçant à prendre de profondes et régulières respirations, puis une autre, jusqu'à ce que l'oppression dans sa poitrine se relâche juste assez pour lui permettre de penser clairement. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, se demandant un instant si elle devait appeler la police. Mais que dirait-elle? Qu'un père avait emmené sa fille dans les bois pour aller aux toilettes? Cela lui semblait ridicule, même à ses propres yeux. Finalement, elle décida de partir. Rester plus longtemps ne ferait qu'engendrer plus de problèmes. S'il revenait et la voyait toujours là, à traîner dans les parages, ce serait une confrontation à laquelle elle n'était pas préparée. D'un souffle tremblant, elle tourna la clé de contact. Le moteur démarra en grondant, son bourdonnement familier la rapprochant des autres. Pendant une fraction de seconde, elle a envisagé de faire demi-tour et de retourner directement à la garderie, se persuadant que tout cela n'était qu'un malentendu, un moment de réflexion excessive. Mais alors qu'elle jetait un coup d'œil vers la forêt dense, un frisson la parcourut. Il n'y avait aucun signe de Marc ou d'Émilie. Le malaise qui la tenaillait jusque-là se transforma en une sensation plus aiguë, plus urgente. Son rythme cardiaque, qu'elle venait de calmer, s'accéléra de nouveau, résonnant dans ses oreilles comme une sonnette d'alarme. Elle déglutit difficilement, son regard scrutant le périmètre autour d'elle. Elle savait qu'à quelques mètres d'elle se trouvait une station-service. Une idée lui traversa l'esprit. Elle s'arrêterait là, en profiterait pour rassembler ses idées et décider de sa prochaine action. Ce serait aussi le moment idéal pour attendre que leur voiture parte. Jessica démarra le moteur et retourna sur la route principale. Fidèle à ses souvenirs, elle aperçut le néon clignotant d'une station-service qui découpait la lumière tamisée. L'idée de partir sans savoir ce qui se passait la rongeait, mais l'idée de les suivre plus profondément dans les bois lui semblait imprudente. Au lieu de cela, elle opta pour un compromis, elle s'installa doucement. Elle avança, les pneus crissant doucement sur le gravier tandis qu'elle se dirigeait vers la station. Alors qu'elle se garait près du bord du terrain, juste assez inclinée pour garder une vue dégagée sur le chemin de terre, Jessica coupa le moteur et laissa le silence s'installer autour d'elle. Les néons de la station-service bourdonnaient faiblement en arrière-plan, mais son attention restait fixée sur la rangée d'arbres obscurcis. Elle attendrait. Elle devait être sûre. Au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce qui se passait dans ces bois n'était pas normal, et elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'Émilie avait besoin qu'elle le remarque. En attendant le signal de la voiture rouge, Jessica prit son téléphone. Elle savait qu'elle avait besoin de plus d'informations sur la famille au cas où elle devrait un jour intervenir auprès des autorités. Elle ouvrit le cloud de la garderie Sprout et accéda à la base de données clients. Rapidement, elle chercha les coordonnées et l'adresse des carteurs. En vérifiant leur adresse sur la carte de son téléphone, Jessica a été surprise de réaliser que leur maison était en fait très proche. Cette prise de conscience ne fit qu'accentuer son malaise. Pourquoi Marc avait-il ressenti le besoin de s'arrêter dans la forêt alors qu'ils étaient presque arrivés à la maison? Poussée par un mélange d'inquiétude et de curiosité, Jessica s'est retrouvée à ouvrir ses applications de médias sociaux, à la recherche de la mère de Marc et Émilie. Leur profil en ligne était clairsemé, avec peu de publications et encore moins de photos. Les photos de Marc et Émilie qu'elle avait trouvées étaient frappantes, la petite fille ne souriait sur aucune d'elles. La mère d'Émilie brillait par son absence sur chaque cliché. Plus Jessica creusait, plus son inquiétude grandissait. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette famille, quelque chose qui dépassait le stress et les tensions du quotidien. Mais que pouvait-elle y faire? Assise là, les minutes s'écoulant avec une lenteur angoissante, Jessica réalisa à quel point elle avait faim et soif. Elle n'avait pas mangé depuis le déjeuner à la garderie. En repérant la station-service, elle a décidé de prendre quelque chose de rapide à manger et à boire pendant qu'elle attendait. Jessica sortit de sa voiture et entra dans le magasin. Les néons à l'intérieur contrastaient fortement avec la pénombre du soir. Elle commanda un café et prit une viennoiserie, payant au comptoir avec des mains légèrement tremblantes. Alors qu'elle se tournait pour partir, un café dans une main et une viennoiserie dans l'autre, Jessica se figea. À travers la porte vitrée du magasin, elle vit une voiture rouge passer à toute vitesse sur la route. C'était sans aucun doute la voiture de Marc.
Sans hésiter, Jessica sortit précipitamment du magasin. Elle se précipita vers sa voiture, rangea précipitamment la tasse de café dans le compartiment et jeta la viennoiserie non consommée sur le siège passager. Le cœur battant, elle démarra le moteur et sortit de la place de stationnement en marche arrière. Jessica s'engagea sur la route, ses yeux scrutant frénétiquement le moindre signe de la voiture rouge de marque. Alors qu'elle approchait de l'intersection, elle réalisa avec un sentiment d'angoisse qu'elle n'avait aucune idée de la direction qu'ils avaient prise. Pendant un instant, elle se sentit perdue et dépassée. Puis, prenant une grande inspiration, Jessica prit une décision. Elle ouvrit la carte sur le GPS de son téléphone et saisit rapidement l'adresse du domicile des Carter qu'elle avait consulté plus tôt. Faisant confiance à son instinct qui lui disait que Mark allait rentrer chez lui, elle partit dans cette direction. Les rues se firent plus calmes lorsque Jessica entra dans le quartier résidentiel des Carter. Les maisons s'éparpillèrent, entrecoupées de parcelles de forêt qui semblaient dominer cette partie de Tacoma. Elle ralentit, cherchant du regard l'adresse qu'elle avait mémorisée, puis la vit, une maison blanche avec une voiture rouge garée devant, la maison des Carter. Le cœur de Jessica battait fort tandis qu'elle se garait à quelques maisons de là, s'assurant d'avoir une vue dégagée. Elle coupa le moteur et prit une grande inspiration, essayant de calmer ses pensées. Que ferait-elle maintenant? Que pourrait-elle faire? La rue de banlieue était calme et silencieuse, la maison baignée par la pénombre. La façade sereine masquait le malaise qui tournait l'estomac de Jessica. Une brise fraîche apportait des senteurs de pain et de dîner en train de cuire. Tout semblait normal, presque trop banal, la poussant à se demander si elle n'avait pas imaginé les étranges événements qui l'avaient conduite ici. Jessica sirota le café froid et amer qu'elle avait acheté à la hâte et attrapa une pâtisserie. Soudain, un léger bruit de verre brisé la figea. Il venait de la direction des Carter. Quelques instants plus tard, une voix de femme terrifiée murmura « Arrêtez, s'il vous plaît, pas devant notre fille ». Jessica laissa tomber la pâtisserie et attrapa son téléphone, tremblante en ouvrant l'application appareil photo pour filmer. Par la fenêtre, elle aperçut une silhouette Mark qui fermait précipitamment les rideaux pour tenter de cacher ce qui se passait. De faibles gémissements étouffés et des voix masculines furieuses s'échappèrent des murs. Une ombre révéla soudain quelqu'un brandissant une batte de baseball. Tout cela prit un sens horrible. Jessica a mis fin à l'enregistrement et a composé le 911, la voix tremblante mais pressante. Elle a signalé un possible incident de violence conjugale au domicile des Carter, mentionnant la présence d'un enfant à l'intérieur. La répartitrice a assuré que des agents étaient en route et a conseillé à Jessica de rester en sécurité dans sa voiture. Jessica regarda Mark émerger seul, ses mouvements frénétiques et sombres. Il avait une égratignure au bras, partiellement cachée par sa manche. Quelques instants plus tard, des voitures de police arrivèrent, gyrophares allumés. Les policiers sortirent en masse, armes au poing, ordonnant à Mark de garder les mains visibles. La stupeur et la fureur se lisaient sur son visage tandis qu'il levait lentement les mains. Le regard de Jessica se porta vers une fenêtre d'où Emily, la fille des Carter, jeta un coup d'œil, serrant contre elle une peluche, les yeux écarquillés par la peur, mais apparemment indemne. Jessica rassura le répartiteur, l'enfant semblait en sécurité. La police sécurisa Mark, trouva une clé de maison sur lui et découvrit un lourd marteau dans sa voiture, une arme qu'il semblait vouloir saisir avant son arrestation. Ils emballèrent cet objet comme preuve. Les policiers pénétrèrent prudemment dans la maison, appelant. Mais ne reçurent aucune réponse immédiate. L'adrénaline de Jessica monta en flèche à l'arrivée des ambulanciers. Mark, toujours menotté, lança à Jessica un regard noir, l'accusant de harceler sa famille. Jessica resta ferme, expliquant qu'elle travaillait à la garderie d'Emily. Et qu'elle avait suivi Mark par crainte. Elle montra son enregistrement aux policiers. Ces derniers décidèrent de prendre sa déposition et de poursuivre la surveillance des lieux. Emily courut chercher du réconfort auprès de Jessica, lui murmurant que sa mère était enfermée dans la salle de bain par son père. Jessica rapporta ces faits aux policiers avec urgence. Elle calma Emily avec douceur, la rassurant qu'elle était désormais en sécurité. Emily décrivit courageusement comment Mark l'avait contrainte à se réfugier dans la forêt, la menaçant de l'enchaîner si elle résistait. Elle exprima sa peur et sa douleur, s'effondrant sous la présence apaisante de Jessica. Peu après, Melyn Carter, la mère d'Emily, fut amenée. Blessée, elle serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Jessica observa la scène, le cœur lourd face à leur épreuve. Les ambulanciers les prirent en charge.
tandis que la police recueillait les témoignages. Méline raconta comment Marc avait changé après avoir rencontré une autre femme au travail. Devenant distant, colérique et violent. Elle parla de trahison et de chagrin. Jessica comprit que la famille parfaite qu'elle avait connue s'était effondrée à huis clos. Les policiers demandèrent l'enregistrement de Jessica ainsi que les déclarations de Méline et Émilie. Tous acceptèrent de coopérer. Avant de partir, Méline remercia Jessica, la voix chargée de gratitude, pour avoir sauvé sa vie et celle de sa fille. Jessica regarda Marc s'éloigner, la haine dans le regard. En suivant la police jusqu'au poste, elle songea à la manière dont un simple geste de rendre un jouet oublié s'était transformé en une affaire bien plus grave. Suivre son instinct avait probablement sauvé 2 vies. Bien que la soirée fût loin d'être terminée, Jessica ressentait un profond sentiment d'utilité. Elle était résolue à continuer d'aider les enfants et les familles qui souffraient peut-être en silence. Lorsque les lumières du commissariat apparurent, elle prit une profonde inspiration, prête à affronter la suite, sachant qu'elle avait fait le bon choix. Et c'était cela l'essentiel.